Pas en direct justement, puisque de la caserne Gallieni, qui est une espèce de musée des Invalides perpignanais, on va dire, souvenir militaire français, avec Robert Ménard, le maire de Béziers, qui est venu soutenir Louis Alliot, qui voudrait bien être comme Robert Ménard, maire, oui, mais pas à Béziers, bien sûr, à Perpignan, faut pas se tromper. Alors, Robert Ménard, vous avez accueilli à Béziers Zemmour, vous soutenez Louis Alliot, est-ce qu'on va pas croire que vous êtes d'extrême droite à force? Non, je crois pas. Je crois que ni l'un ni l'autre sont d'extrême droite. Ils sont juste, comme moi, des gens attachés à ce pays, en l'occurrence à ce pays et au sud de ce pays. Non, je me sens très à l'aise. Éric, Louis, c'est une famille de gens qui ont des fidélités, une famille qui ont des convictions, une famille qui pense d'abord au peuple et comment on peut le défendre. Non, je suis très très bien. Je suis bien ici comme je suis bien avec Éric Zemmour. Alors, du coup, c'est des gens qui soutiennent le peuple. Le terme de populiste, vous le prenez pour vous, vous en faites un étendard, ou vous trouvez que dès qu'on défend le peuple, on vous accuse de populisme? Ah, on m'accuse souvent de populisme, mais moi je suis un populiste. Je suis un populiste municipal, je suis un populiste de base, je suis un populiste du Sud. Je trouve que c'est un beau mot et il ne m'effraie pas du tout. Vous savez, les gens voudraient toujours nous piéger, les gens. Le pouvoir, ou les amis du pouvoir, ou ceux qui ont été au pouvoir hier et qui rêvent d'y être demain. Chaque fois, ces mots-là leur font peur. Moi, le peuple, c'est le seul à qui je dois rendre des comptes. Pardon, une élection, c'est ça, rendre des comptes au peuple. Et je trouve que c'est le minimum qu'on doit faire. Donc, alors, non, c'est un joli mot, mais j'aime aussi conservateur, à condition de ne pas tout conserver, réactionnaire. Parce oui, ça vous l'aviez dit. Voilà, il y a des progrès dont je ne pense pas qu'ils sont forcément profitables. Enfin, tous ces mots, même s'ils sont différents et mal connotés dans l'opinion publique, ils disent que, au fond, une seule chose. Ils disent qu'on n'est pas persuadé tout le temps que les avancées sociétales, par exemple, vont toujours dans le bon sens. Moi, il y a des choses dont je me dis qu'elles nous font avancer. J'en sais rien, dans la médecine, dans l'intelligence artificielle, je trouve qu'il y a de vrais progrès, c'est salutaire. Et puis il y a des domaines où je pense que... genre la PMA, quoi. Oui, mais pas que la PMA. Tout un tas de choix, l'abandon des vieilles personnes ou le rebut dans lequel on les remet, une ode à la civilisation urbaine, alors que je pense que la campagne a des choses à nous apporter, un mondialisme qui fait qu'on oublie les racines, la culture, les traditions de ce pays. Tout ça, je le défends, et je le défends avec plaisir, et je ne pense pas que ça fasse de moi quelqu'un d'arrière-garde, mais au contraire, quelqu'un qui annonce un futur plus agréable. Alors, c'est bientôt Noël, j'anticipe un peu là quand même. À y être, oui. Est-ce que vous allez nous refaire le coup de la crèche, si j'ose dire? Mais absolument, je referai la crèche chaque année. Nous sommes condamnés pour la crèche chaque année, et je porte cette condamnation comme une décoration à ma boutonnière. C'est-à-dire, je suis fier d'être condamné pour ça, parce que être condamné juste pour mettre une crèche qui est le symbole, pas du catholicisme revanchard qui n'existe pas, ça n'existe pas ça, mais de ce qu'on est, de nos enfances, de la famille, du plaisir qu'on peut avoir à Noël d'être tous ensemble avec les enfants et les petits-enfants, être condamné systématiquement, parce que je rappelle que c'est aussi ça, ce pays dans mon hôtel de ville, j'en suis fier. L'an dernier, il y avait 23 000 personnes dans une ville de 76 000 habitants qui sont venus voir la crèche et qui remplissent des carnets pour dire tout ce que ça représente pour eux. Et bon nombre ne doivent pas mettre les pieds dans une église du reste de l'année. Je suis fier de ça et je ne suis pas prêt de reculer là-dessus. Alors, vous brandissez une crèche culturelle. Mais on a des gens qui nous brandissent un voile culturel, et je ne parle pas des marins. En quoi votre crèche est plus légitime que leur voile? De votre point de vue, hein. Pardon, j'ai juste le vague souvenir qu'en ce moment, personne ne tue en France en se réclamant du bon Dieu ou du Christ. Oui. Il me semble que les derniers attentats, c'est plutôt des gens qui crient à la Akbar que vive le Christ. Ça, c'est la première fois. Est-ce que vous trouvez qu'en tant que catholique, on a perdu la main? Non, je pense qu'en tant que catholique, on a oublié ce qu'on était. Et je ne veux pas oublier d'où je viens et ce que je suis. Et en plus, je pense que les valeurs que représente le catholicisme, c'est des valeurs
le catholicisme modernisé, d'ouverture. Le catholicisme social du 19e Non, enfin attendez... Parce qu'il y a tellement de catholicisme non, mais en fait. Attendez, la façon de... Moi, je suis catholique pratiquant, Oui. je regarde une femme comme elle est dans les yeux et j'ai envie qu'elle puisse me regarder de la même façon. Je pense que le voile est une violation de tout ce qui fait l'égalité, le charme, la vie en société, cette vie française qu'on a ici. Voilà, et puis en plus, et puis je l'assume, je pense qu'on est un pays de tradition, même si évidemment c'est aujourd'hui pas la pratique de tout le monde, de tradition judéo-chrétienne, on n'est pas un pays de tradition musulmane. Je respecte les musulmans, dans ma ville je les reçois, il y a un certain nombre d'imams qui ont signé des textes avec la ville et tout, absolument, il n'y a aucun problème. Je ne veux pas de café communautaire où il n'y a pas une femme dans la rue, parce que les femmes n'y sont pas les bienvenues. C'est un exemple. Donc, ce qu'a écrit saint Paul sur les femmes, vous en tenez pas compte? Je ne crois pas que je me réclame tous les matins me réveillant de saint Paul. D'accord. C'était juste pour... Absolument. Donc, ce qui veut dire que dans tout ce qu'il y a dans le Coran, on n'est pas obligé de se réclamer tout ce qui est dans le Coran. Je n'ai pas dit un mot contre l'islam et les musulmans. Non, c'est pas ce que je pose la question, je fais le parallèle justement. Vous avez raison de le faire. Moi, je suis respectueux. Comme je suis respectueux, très attentif, très attaché aux 70% de musulmans qui, en France, ne pensent pas, eux, que la charia est avant les lois de la République, comme je suis leur défenseur dans ma ville, comme je veux les défendre, comme je suis leur maire, je me battrai tous les jours contre les 27% restants qui pensent que la charia, ça passe avant les lois de la République. C'est parce que je suis attaché à cet islam-là que je combats ceux qui, dans la communauté musulmane, traduisent, disent, défendent une conception de l'islam qui est dangereuse, pas seulement pour mon pays, pour la communauté musulmane qui, elle, veut devenir française à part entière. Pardon, quand je rencontre des amis harkis ou d'autres, ou des amis marocains, il y en a un certain nombre qui sont aussi français que vous et moi, et c'est avec eux que j'ai tout à partager, et avec les autres qui se réclament de la charia, du voile, des repas halal, que j'ai tout à combattre. Que faire? C'est-à-dire, là, on dépasse votre conception à Béziers. Si vous deviez vous positionner nationalement, comment vous réduiriez les 25%? Écoutez, c'est pas une question simple et qui se règle pas comme ça. Non, vous avez raison, mais... J'évite les réponses simplistes. D'abord, il y a une première question, c'est mettre un holà à l'immigration massive, qui continue à arriver. Écoutez, ma ville, elle gagne entre 800 et 1000 habitants chaque année. Je crains que dans ces 800 et 1000 habitants arrivent tout un tas de gens dont je ne pense pas qu'il soit souhaitable qu'ils viennent à Béziers, je vous le dis franchement. Et je le dis d'abord pour les gens qui sont eux-mêmes issus de l'immigration et qui sont les premiers dans ma ville en disant il faut arrêter maintenant, commençons par intégrer, par assimiler ceux qui, dans les vagues d'immigration précédentes, ont décidé de devenir français à part entière. Commencez, me disent-ils, par m'occuper de nous avant de recevoir de nouveaux et sans arrêt de nouveaux migrants. Je pense que c'est quelque chose de long qui va nous prendre du temps. C'est une histoire de temps, une histoire de volonté. On me montre du doigt un certain nombre de médias en me disant, par exemple, sur les kebabs, pour prendre un exemple caricatural, on s'en fout un peu des kebabs. Dans ma ville aujourd'hui, il y a plus de 50 lieux où on vend des kebabs. 50. C'est pas 3, c'est 50. Pardon de vous dire que je pense que la diversité dont les mêmes nous bassinent à longueur de temps, elle devrait fonctionner dans tous les sens. Je n'ai pas envie qu'un type d'alimentation. C'est anecdotique, mais ça dit quand même les choses. Plus profondément, je me bats pour qu'on casse des ghettos. Vous vous rendez compte que dans un certain nombre de quartiers de Béziers, dans les écoles, les 2/3 des enfants sont d'origine immigrée. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose des problèmes d'abord pour ces enfants eux-mêmes, pour ces enfants, pas pour moi, pour ces enfants. Quand je combats ça, je le combats d'abord pour ces enfants. L'État nous oblige à mettre à disposition d'un certain nombre d'ambassades des lieux pour apprendre des langues. Moi, je croyais qu'on allait leur apprendre le français pour que ces gamins soient aujourd'hui plus à même de faire leur place dans la France. Non, on leur apprend l'arabe ou le turc. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'aider ces enfants-là. Mon seul souci, je ne montre personne du doigt, mon seul souci, c'est d'aider
les gens qui, dans l'immigration qui est arrivée là, ont sincèrement, profondément envie d'être français. Et je suis toujours de leur côté. Alors, vous étiez reporter sans frontières, j'allais dire international, mais c'est Reporters sans frontières. Il y a une situation qui se passe, bon, qu'on voyait venir de loin, c'est les Turcs qui mettent la misère aux Kurdes. Mais ils ont toujours prédit qu'ils allaient le faire. Vous, votre position par rapport à ça, entre un kebab et un autre, vous choisissez lequel, kurde ou turc? Mais attendez, moi, la vie, elle se fait de nuances. Il se fait que je connais bien le Kurdistan, parce que, justement, pour Reporters sans frontières, j'y suis un certain nombre de fois. Pardon, là aussi, j'ai de la mémoire un petit peu. C'est les seules unités dans le profond et compliqué, comme disait De Gaulle, Moyen-Orient, où vous voyez des femmes à visage découvert qui se battent pour leur pays, enfin pour ce qu'elles rêvent d'être un pays, voilà. C'est quand même un des grands peuples qui n'a pas de pays. Bien sûr que mon cœur bat pour eux. Bien sûr que l'Occident, et, pour commencer, monsieur Trump, a fait une saloperie qui est une dégueulasserie. Aujourd'hui, de s'être appuyé sur les Kurdes pendant des années pour combattre Daesh, et aujourd'hui les abandonner comme les Américains le font, et comme un certain nombre en Europe le font, je trouve ça au-delà de l'immoralité. Et je pense que de droite, de gauche, à droite de la droite ou à gauche de la gauche, on devrait au moins se retrouver sur cette idée qu'on ne laisse pas, on n'abandonne pas ceux qui nous ont aidés. On sort à l'instant de ce lieu de mémoire. On a vu, et j'ai été le premier, dans toute ma vie, à protester contre, vous savez, ces Indochinois qu'on a oubliés. Les Méo et les Hmong. Voilà, et qu'on a oublié quand on a quitté l'Indochine, l'Indochine française, en disant c'était une honte. On l'a refait avec les Harkis. Vous vous rappelez ces Harkis qui sont battus du côté de la France et qu'on a abandonnés. Je ne vais pas me taire quand aujourd'hui l'Occident, a commencé par M. Trump, oublie, abandonne les Kurdes qui ont été de notre côté. C'est juste la morale, c'est pas un jour et pas le lendemain, c'est dans tous les jours. Mais si c'est une tradition d'abandonner des supplétifs. Ouais, je n'ai pas et je n'ai jamais eu ce cynisme-là. Alors, une dernière question, puisque le temps passe. On est ici, dans les Pyrénées-Orientales. De l'autre côté des Pyrénées, il y a ce qu'on appelle la Catalogne. Il y a eu, il y a 2 ans, en 2017, un référendum organisé par la Generalitat de Catalogne. Suite à ça, il y a eu une répression, puisqu'il y a eu le 155, etc. Il y a des prisonniers dont on vient d'avoir la sentence qui ont fait déjà 2 ans de préventive, de 9 à 13 ans. Est-ce que, alors, question numéro 1, sont-ce pour vous des prisonniers politiques? Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et deuxièmement, l'Europe, vous êtes un pro-européen? Non, je déconne. Plus que vous ne le pensez. Oui, enfin pro-européen, pas européiste en fait, voilà. Ça vous choque pas, vous, que l'Europe est prête à pleurer pour les Kurdes d'un côté, mais se fout que les Catalans, les 9 prisonniers politiques... Je suis un des très rares hommes politiques en France à pris fait et cause pour les indépendantistes catalans. Je vous rappelle que moi, j'ai été bercé par un discours de Gaulle dans lequel il avait tenu, je ne sais plus si c'était à Montréal ou à Québec, vous savez, vive le Québec libre. Et vous aviez toute la droite française, et la droite de la droite française, qui avait applaudi De Gaulle, disant face au peuple québécois, oui, vous êtes un peuple, vous avez une langue, et vous avez le droit à votre autonomie ou à votre indépendance. Mais la Catalogne, c'est pas un peuple, c'est pas une langue. Et ils n'ont pas droit à leur autonomie. Alors encore une fois, c'est comme tout à l'heure, j'ai de la suite dans les idées. J'ai applaudi De Gaulle disant « Vive le Québec libre », j'applaudis mes amis indépendantistes et je leur dis « Venez à Béziers », je l'ai déjà proposé à un certain nombre d'entre eux, je vous accueillerai comme prisonnier, pas prisonnier, réfugié politique. Oui. Alors donc vous êtes au-delà de M. Alliot qui défend les prisonniers politiques, mais qui a un point de vue sur l'unité de l'Espagne, vous êtes carrément pour l'indépendance de la Catalogne. Non, je pense qu'il y a des pays, il y a des nations qui existent et qu'on ne peut pas faire taire éternellement. Mais c'est ce qui fait que je suis ici, parce que je ne suis pas en accord tous les jours avec tout ce que dit Louis, mais je pense qu'on peut en discuter sans se frapper et sans en venir aux mains. C'est ce qui fait le charme de notre amitié depuis des années, mais ça me va très très bien, et je pense même que ça lui va très très bien.
Robert Ménard, merci.